Les Jobbers! Cet épisode est présenté par les partenaires suivants. La Fédération de lutte québécoise. Quand tu veux voir un bon show de lutte, direction Montréal, le 2915 rue Ontario, au Bain Mathieu. Quand tu veux voir un bon show de lutte, tu vas voir la fête qui dérange au Québec. Quand j'ai le gorgoton sèche, je veux aller boire un délicieux nectar à l'Albatros, au 29-28 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Donc, c'est une microbrasserie qui font leur propre bière. Il y a aussi de la nourriture, on peut y manger. Donc, je vous invite à y aller à l'Albatros. Voici la suite de l'entrevue avec Pat Laprade en exclusivité sur le Patreon du podcast des Jobbers. OK, ben là, dans le fond, on va profiter de ta présence pour parler un petit peu de lutte, puis genre toute l'histoire. Là. Fait que j'avais une couple de questions comme ça qui sont arrivées. Vas-y. J'ai passé par la tête. À une époque, dans le fond, la lutte, c'était presque aussi populaire que le hockey. Là. Je sais pas si... Puis, dans le fond, aujourd'hui, on voit que l'écart est considérable entre l'engouement pour le hockey puis la lutte. Qu'est-ce qui, selon toi, a fait que cet écart-là s'est creusé comme ça? La lutte a eu des périodes plus creuses. Quand les Saltimbanques du ring, un autre excellent documentaire qui était sorti, mon Dieu, il y a une quinzaine d'années déjà, il ne parlait pas de l'époque des années 80. C'était comme si la lutte s'était arrêtée quelque part dans les années 70. Et je me disais, oui, mais les années 80 ont été des grosses années, mais on dirait que les gens ont oublié que les années 80 avaient été des grosses années de lutte. Tu sais, des 15 000, des 16 000 personnes, autant à Montréal qu'à Québec. Pour moi, c'est des grosses années de lutte. Oh oui. Et puis, mais bon, c'est aussi les années où la WWF est arrivée, puis on dirait que ça a comme pris le dessus dans le souvenir de bien des gens. Et puis, à la fin des années 70, il y a eu vraiment un gros creux. Là, de 77 à 80, là, il ne s'est pas passé grand-chose. Il n'y avait pas de lutte à la télé, rien du tout. Ce qui faisait en sorte que je pense que les gens... Puis ça a été les grosses années du hockey. Hein, ça a été les années des 4 Coupes Stanley consécutives du Canadien avec les Lafleur, Schott, Dryden et compagnie. Donc, c'est comme au moment où le hockey devenait genre, ben pas devenait, mais continuait à être populaire et 4 Coupes Stanley consécutives, c'est parmi les plus belles époques du club. La lutte, elle, faisait un chemin inverse. Donc, on était peut-être là à un moment donné, puis whoop, à un moment donné, ça a fait ça de même, puis l'écart s'est agrandi. Aussi, Maurice Richard, les deux, pourquoi on disait que la lutte c'était aussi populaire que le hockey, c'était aussi on faisait référence aux deux grandes vedettes de l'époque, Maurice Richard et Yvon Robert. Qui étaient deux amis. Maurice Richard qui faisait un salaire dérisoire à comparer à celui d'Yvon Robert. Yvon Robert pouvait faire 100-150 000 par année au moment où Maurice Richard faisait 25 ou peut-être moins. Donc, il y avait un gros écart. Fait Yvon Robert, souvent l'été, amenait Maurice Richard arbitrer en région. Dans ce temps-là, ça permettait d'avoir des meilleures foules pour le promoteur. Ça permettait à Maurice de se faire une petite paye on the side en plus. Et tu avais les deux héros québécois ou canadiens-français, comme on disait à l'époque, qui étaient au même endroit. Et ce qui est arrivé avec les années, c'est que Maurice Richard a continué à devenir cette légende-là qu'on a tous connue, qu'on a tous vu au moins à la télé, live, que ce soit lors de la fermeture du Forum en 96 ou des trucs comme ça, et qui a fini par décéder en 2000, qui est décédé, Maurice. Yvon Robert est décédé en 72. Donc, je dis 72, en 71. Il est décédé en juillet 71. Donc, il y a quasiment 30 ans où Maurice Richard a continué à être, à défaut de meilleur terme, relevant pour une... Tu sais, moi, là, j'avais 7 ans et Jean-Maurice Richard était venu à une partie des étoiles de hockey quand je jouais. Puis j'avais eu un autographe de Maurice Richard. Là. Je voulais un autographe de Maurice Richard. J'avais 7 ans. Il était une légende vivante, dans le fond. Exact. Yvon Robert n'a pas pu avoir le même traitement parce que malheureusement, il est décédé trop jeune. Donc, je pense que ça, c'est, à mon avis, c'est ce qui a expliqué également le manque de la grande différence et l'aspect francophone.
C'est-à-dire que au hockey, dans la Ligue nationale de hockey, ben, il y a eu plusieurs francophones. À un moment donné, Team Québec, ça aurait pu être une grosse équipe là, comparable à n'importe quel gros pays, grosse force là, dans le hockey. La lutte, ben, c'était différent. Tu sais, t'avais Jacques Rougeau qui avait une carrière aux États-Unis. Tu avais Rick Martel, mais les années 80, il y avait aussi Dino Bravo. Bon, t'en avais, mais plus les années 90 avançaient, moins tu avais ces vedettes québécoises-là. Tu sais, Maryse Ouellet, Sylvain Grenier dans les années 2000, mais les deux, et Sylvain vous le dirait aujourd'hui, tu sais, je ne sais pas si c'est un de ses regrets, mais c'est une des choses qu'il ferait différemment maintenant, c'est qu'il ne se publicisait pas assez ici au Québec. Tu sais, les fans de lutte savaient c'était qui, monsieur, madame, tout le monde, non, tu sais. Et c'est une des choses sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé avec Kevin Owens quand il a commencé à la WWE, parce que j'y ai dit que, tu sais, il faut pas que tu fasses ces mêmes erreurs-là. Faut ton nom, la journée, tu vas vouloir prendre ta retraite, disent encore quelque chose aux Québécois ici. C'est pour ça que tu vas voir beaucoup plus souvent un gars comme Kevin dans les médias et tout ça, parce que dès le début, on s'en est parlé, puis je me suis arrangé pour que ça arrive. Il a fait tout le monde en parle, Kevin. C'est pas tout le monde qui fait tout le monde en parle. Avec Jacques, Ricardo. Avec Ricardo, effectivement. Et puis, c'est ça. Donc PCO aussi l'a fait, tout le monde en parle. Mais PCO vient aussi d'une autre époque, puis il a réussi à garder son nom, justement, très vivant aussi, tu sais. Puis, c'est ça qu'il faut que Kevin fasse. Donc, je pense que l'aspect francophone aussi a fait en sorte, puis l'aspect qu'il n'y avait plus de WWE en français. Tu sais, il y a un paquet de... Pour moi, c'est un mélange de toutes ces raisons-là. Pourquoi entre 85 et... quand on attirait encore 15 000 personnes. Et c'est sûr, l'absence de promotion locale, là, ça aide pas, mais c'est pas comme si la Ligue nationale avait au moins des clubs, il y avait au moins le Canadien, puis il y avait les Nordiques pendant encore un certain temps. Fait que, il y avait un sentiment d'appartenance, il y avait plusieurs Québécois dans la Ligue. Quand tu es petit, au Québec, on est comme ça, hein? Un sport devient populaire quand on voit qu'un Québécois il réussit. On est devenus des fans de UFC puis d'MMA quand Georges Saint-Pierre a commencé. Il pouvait marcher ici au Québec complètement incognito, puis à Vegas, là, il ne pouvait pas faire un coin de rue sans se faire arrêter. On est devenus des fans d'F1 quand Jacques Villeneuve est devenu une star. On est devenus des fans de poker avec Jonathan Duhamel. On est comme ça ici. Fait que, tu sais, la lutte, il manquait cette superstar-là que les Québécois pouvaient vraiment s'associer. Et tu sais, au fil des années, entre 85 et 2015, où Kevin arrive à la WWE, ce 30 ans-là, c'est là que l'écart s'est creusé entre la lutte puis la lutte. Tu sais, dans le temps, dans les années 50, quand c'était à la télévision, quand ça commençait à être à la télévision, tu sais, les mercredis, là, c'était la lutte puis les ploufs, là. C'était ça, là. Tu sais, que les gens écoutaient, là. Dans les années 80, en 87, en 88, plutôt, février 88, quand Hogan perd son titre contre le Géant Ferré au main event un vendredi soir à 8h, 8-9 h le soir, le show est présenté live à TVA et a fait des meilleurs codes d'écoute que Canadien Red Wings cette semaine-là. Ah ouais. Tu sais, je veux dire, c'était encore populaire jusqu'à ce moment-là. Là, c'était dans les derniers moments où tu avais le Géant Ferré qui liait un peu la WWF à la belle époque de la lutte au Québec. Mais après ça, l'écart s'est juste creusé. Puis je pense pas qu'on puisse jamais revenir de cet écart-là. Cependant, à mon avis, historiquement parlant, le hockey est évidemment le sport numéro 1 au Québec, mais pour moi, la lutte est numéro 2. Si on y va historiquement, là, si on regarde les 150 dernières années, les fans de baseball n'aimeront pas, mais pour moi, le baseball est après la lutte. C'est correct, là, le baseball est un sport très populaire aussi. Là. C'est sans l'ombre d'un doute le numéro 3. Là. Puis après ça, tu pognes une coche là, si tu parles d'autres sports. Mais le hockey, la lutte et le baseball, pour moi, ça a été les 3 gros sports qu'il y a eu. Évidemment, si on veut, pour l'exercice, on se permet d'appeler la lutte un sport. On peut. Est-ce que des fois, on peut penser que c'est en train de remonter au Québec? Ben oui, écoute,
quand on a commencé à faire des entrevues, Bertrand et moi, puis bon, avant ça, là, quand les médias parlaient de lutte, là, début 2000, là, on ridiculisait la lutte. Là. On faisait des topos de lutte pour rire des lutteurs, pour rire des fans. On cherchait toujours bon, le côté Hochelag de la chose. On allait taper dans Hochelag. Puis la première chose qu'on voyait, c'était des enfants de 8 ans qui criaient des insanités puis qui sacraient. On cherchait toujours ces éléments-là. Quand on a commencé à faire des entrevues pour nos livres, Bertrand et moi, on se faisait encore poser des questions de base. Là. Ouais, la lutte, c'est-tu arrangé? Un coup de chaise, là, ça fait-tu mal pour vrai? C'est-tu des vraies chaises? À un moment donné, il faut aller ailleurs. Puis je pense qu'il en reste de moins en moins là, des questions comme ça, puis des médias. Avec les années, je pense qu'on a réussi les médias ont réussi à comprendre que, premièrement, ces hommes-là et ces femmes-là, c'est des athlètes. Et que la lutte est un théâtre, oui. On ne le cache plus, c'est un théâtre. Ça a toujours été un théâtre, mais c'est un théâtre qui est unique. C'est un théâtre qui est complètement différent. Paul Leduc, et je vais toujours me rappeler de son expression, c'était du théâtre extrême. C'est du théâtre sportif, c'est un sport de combat scénarisé. Appelons ça comme on veut, mais c'est ça, mais ça emprunte à un paquet d'autres formes d'art. Il y a le côté téléroman. Il y a le côté téléroman parce que tu suis ça chaque semaine à la télé. Il y a le côté cinématographique. Il y a le côté impro, comme tu mentionnes. Il y a le côté très super-héros, où tu as un méchant puis un gentil, puis il faut que le gentil gagne à la fin malgré les embûches que le méchant va lui avoir donné. Là, c'est Batman. Là, Batman, quand il y avait dans les années, les vieux Batman dans les années 60, tu avais 2 émissions, To Be Continued. Là, Batman, à la fin du premier épisode, là, il était pogné dans une cage avec Robin. Puis tu te disais, oh non, il s'en sortira jamais. Puis à la fin, il mettait le vilain en prison. C'est l'équivalent du heel qui gagne le titre en trichant, puis tu dis « Ah non, je peux pas te voir », puis là, tu fais le babyface qui fait son build-up, puis tu sais, qui revient, puis à WrestleMania, il va chercher le titre, puis la foule est super contente. C'est le même scénario. Tu as aussi beaucoup le côté un peu pouvoir spéciaux, pouvoir magique. Un super-héros va avoir quelque chose, un lutteur va avoir une prise de finition, va avoir un arsenal de moves, une signature à lui ou à elle. Tu as aussi beaucoup l'interaction avec la foule, ce qui manque en ce moment énormément d'ailleurs. Et ça, c'est unique. Là. Va au théâtre, je dis souvent le même exemple, mais je le trouve vrai. Va au théâtre et lève-toi en plein milieu de la pièce pour huer le gars en avant qui vient de tromper sa femme, puis tu réalises que c'est lui le méchant dans la pièce, puis ils vont te sortir sur un maudit temps, là. Théâtre Denise Pelletier, là, tu te lèves pas, puis tu commences pas à huer. Là. À la lutte, c'est ce qu'on demande, c'est ce qui est voulu. On va même s'ajuster, de là vient l'impro un peu, on va s'ajuster à comment, tu sais, tout dépendamment de comment la foule réagit. C'est un théâtre qui est tellement, tellement, tellement différent de toute autre forme de théâtre. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Parce que les hommes et les femmes qui font ça, ben, c'est des athlètes. Pas parce que nécessairement ils ont un corps d'athlète. Mick Foley n'avait pas un corps d'athlète. Mais Mick Foley faisait des choses que monsieur, madame, tout le monde ne fait pas. Tu comprends? Cecil Fielder au baseball n'avait pas un corps d'athlète, mais il frappait 50 circuits par année. Je ne suis pas capable de faire ça. Tu comprends? Donc, la lutte, c'est un peu ça. C'est des acteurs, des actrices qui font leur propre cascade en plus. Live. Ils ne peuvent pas dire hey, ouais, coupé, on la reprend celle-là. Non. C'est passé. Tu fais une erreur, tu continues et tu essaies qu'elle apparaisse le moins. T'sais. Donc, c'est tellement différent. Puis là, les médias commencent, depuis une couple d'années, on commençait à réaliser comment c'était. Puis pour moi, le futur de la lutte passe par là. Le futur de la lutte passe par là parce que tu ne peux plus faire croire aux gens que c'est vrai la lutte. Fait qu'est-ce que tu peux faire pour les intéresser? Mais il faut que tu sortes les points forts de ça. Il faut que tu sortes, ben oui, mais regarde comment, genre,
l'athlétisme de cette personne-là. Regarde les talents d'acteur de cette personne-là. Moi, la première fois, j'ai vu Paige sur la scène indie, premier show de Shimmer, je l'ai vu. J'ai comme fait, man, c'est une actrice, cette fille-là, là, elle va tellement percer. Et oui, elle avait du talent, elle avait du charisme, elle avait quelque chose. La première fois que j'ai vu Apollo Crews sur la scène indie, je fais oh shit, lui, il a quelque chose. Il faisait un standing moonsault, puis c'était un tank, là, il était bâti de même. Tu vois pas ça souvent. Et c'est ces aspects-là qu'il faut être capable de vendre aux médias pour que justement les médias prennent ça au sérieux. Le problème, c'est que l'histoire vient un peu nous déranger. C'est parce que techniquement, c'est pas un sport, mais ça a toujours été traité par les pages sportives des journaux ou par les sections sportives là, des réseaux de télévision, quoi que ce soit. Et les arts et spectacles ne veulent pas nous toucher parce que pour eux autres, on n'est pas un vrai art, on n'est pas un vrai spectacle. Moi, en tout cas, si tu parles de Robert Lepage, c'est super rafraîchissant. J'adore Robert Lepage pour ça, parce que lui, c'est peut-être un des plus grands hommes de théâtre que le Québec a connu. Et il comprend très bien que la lutte, c'est exactement ce que lui, il fait depuis des années. Puis c'est pas pour rien qu'il permet à la NSPW à Québec, à son théâtre Le Diamant, d'avoir des shows de lutte. Mais c'est pas tout le monde qui est rendu là non plus dans son cheminement. Et fait qu'on est comme assis entre deux chaises. Tu sais, dans le Journal de Montréal, là, on est comme dans la section des mots croisés. Là. Tu sais, on est entre les sports puis les arts et spectacles. Tu sais. Il n'y a pas de niche. Il n'y a pas de niche. Il n'y a pas de niche. Des fois, les sports font comme ouais, mais vous n'êtes pas vraiment un sport, donc on ne parlera pas de vous autres. Puis les arts et spectacles font comme non, nous autres, on n'a jamais touché à vous autres. Ouais, mais qu'est-ce qu'on fait? Peut-être qu'est-ce qu'on fait quand il y a un Kevin Owens qui gagne le titre universel à WWE? Moi, je faisais des entrevues. Anecdote, il a fallu qu'il gagne le titre quand j'étais en France. J'étais en vacances en France. Je suis au Québec 51 semaines dans l'année. Il faut qu'il gagne ça quand j'étais en train de dormir parce que moi, il était 6 heures plus tard. Fait que je me lève le lendemain matin, mon téléphone a un paquet de messages auxquels j'ai zéro répondu. Puis je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et là, je fais des entrevues là-bas. Et je me rappellerai toujours, quelqu'un m'avait dit, ben, tu sais, le match est déterminé d'avance. C'est pas comme s'il avait vraiment gagné un titre comme à la boxe ou au UFC. Non, la question était légitime. Qu'est-ce que tu sais, il est où l'élément de pas de reconnaissance, mais en voulant dire, il est où cet élément-là dans la lutte si c'est déjà scénarisé? Mais je dis, vois ça, là. Vois Kevin Owens qui gagne le titre universel, comme si on annonçait que Claude Legault était pour avoir un premier rôle dans le prochain James Bond. Je dis, vois ça de même. Après ça, du moment où tu gagnes le titre universel, qui est le plus gros titre à Raw, qui est le plus gros show de la WWE, en tout cas, c'était vrai à ce moment-là. Fox, c'était pas encore à Fox SmackDown. Ben, c'est quand même, Kevin Owens devient le poster boy de la WWE. Puis pourquoi il a été choisi? C'est parce qu'il y a des qualités pour ça. Il y a du charisme. Il est capable de bien s'exprimer au micro. Il est capable de faire avancer des histoires. Il joue bien son rôle. Il est très intelligent dans l'arène. Il lutte bien. Bon, il y a toutes ces qualités-là. Qualités qu'on verrait, qu'on pourrait décrire un acteur qui a un premier rôle dans un gros film. Pourquoi on lui a donné à lui et pas à quelqu'un d'autre? C'est scripté, c'est la même façon. Il y a quelqu'un qui l'a choisi. Mais Claude Legault qui fait un James Bond, ça va faire la une du Journal de Montréal. Tu comprends? Et pourtant, pour moi, les deux ont une aussi grosse importance. Oui, c'est ça, ça s'équivaut. Mais c'est vrai que c'est un bon. C'est une compagnie qui vaut 3, 4, 5 milliards, qui fait des shows partout dans le monde. Et toi, t'es au top là, de cette pyramide-là. Je veux dire, si ça ne mérite pas une manchette, je ne sais pas qu'est-ce qu'il en mérite, tu comprends? Fait que, tu sais, il faut commencer, tu sais, puis ça fait des années que moi et Bertrand, on les travaille au corps pour que, justement, on arrive à ce raisonnement-là. Puis, arrive ensuite un Kevin qui commence à la WWE, qui fait jaser, qui veut faire des médias. Et là, les médias réalisent qu'il s'exprime super bien, que c'est un lutteur d'une toute autre génération qui n'a pas peur de parler de la lutte pour ce qu'elle est. Parce que pendant longtemps, les lutteurs, puis même les vieux lutteurs, ont encore la misère à briser le kayfabe aujourd'hui. Donc, tu arrives un gars comme ça que Guillaume Lepage a adoré Kevin Owens. Là, et pourtant, Guillaume n'est pas un fan de lutte.
mais il est capable de reconnaître quelqu'un qui est honnête, puis qui a du talent, puis qui est pas qui a du talent, mais qui est, qui est capable de bien vendre le sport, l'activité, peu importe ce qu'il est en train de faire, puis de voir que il y a ça, c'est une passion, là, il est capable de reconnaître ça, puis en plus, Kevin s'exprime très bien. Fait que, il l'a adoré, mais c'est justement, je trouve que depuis que Kevin est à WWE, puis bon, 2 ans après, on arrive, nous, à TVA Sport avec un côté francophone qui manquait. La lutte revient à RDS au même moment avec un produit local puis un produit américain. Fait que c'est sûr que là, tout d'un coup, puis là, tu as Sami Zayn qui est là aussi à WWE. Puis là, tu as les deux Québécois à Dynamite, Evil Uno puis Stu Grayson. Tu as PCO qui fait sensation à Ring of Honor. Tu as Ever Rise qui sont à NXT. Ça commence à faire beaucoup, là. Fait que là, toi, là, t'es jeune, là, puis t'as 7-8 ans, puis tu fais comme, moi, je vois des Québécois un peu partout, dans différentes promotions, être lutteur. Ben, ça m'intéresse d'être lutteur. Mais quand t'as pas d'idole québécoise, ben peut-être que c'est un métier que tu ne vois pas faire, tu sais. Fait que je pense qu'à cause de tout ça, il y a eu un genre de recrudescence de la lutte au Québec. On l'a vu aussi dans les salles ici. La NSPW, entre autres, à Québec, qui a commencé à attirer des foules. Moi, je sais qu'une promotion fonctionne bien sur la scène indie quand c'est pas juste des hommes qui vont voir le show. Puis quand c'est pas juste les blondes de gars non plus. Tu vas avoir des filles, tu vas avoir 3-4 filles là, qui vont décider d'aller voir de la lutte ensemble. Ou tu vas voir le couple qui va en faire une sortie. C'est comme aller au théâtre, c'est comme aller voir un film. Hey, on va-tu à la lutte à soir? Ça finit à 10 heures. Hey, on va aller prendre. Bien, évidemment, je parle de ça, puis ça fait 6 mois que tout ça est impossible. On croirait que ça fait 10 ans. Mais hey, on va aller à la lutte, puis hey, on va aller prendre un verre après, ou on va faire d'autres choses. C'est une sortie. Et moi, je vois que les promotions qui fonctionnent le plus, c'est justement ceux qui sont capables, ou celles qui sont capables d'attirer ce genre de public-là, et t'en as de plus en plus. Donc, oui, je pense qu'il y a un changement dans la mentalité des gens. Mais à mon avis, pour le futur de la lutte, tant et aussi longtemps que ce changement-là ne sera pas complètement fait, qu'on n'a carrément pas fait un 180 degrés là-dessus, je ne pense pas qu'on va se... Aussi bête que ça va paraître, là, pour moi, là, tant qu'il y a des gens qui vont avoir vécu l'ère kayfabe, on ne pourra jamais amener la lutte à un autre niveau. Ouais. Peut-être que je ne verrai jamais ça. Ben, c'est ça que j'allais te demander. J'allais dire, penses-tu qu'il y a des choses qui nuisent encore à ça? Puis, tu sais, je peux mettre nuise entre guillemets, là, mais si je pense justement PCO, puis je l'adore, là, son personnage. C'est vraiment, c'est complètement fou, là. Mais, tu sais, d'aller à Dave Morissette puis de le passer à travers une table. Tu savais comment j'ai détesté ça. À quel point, c'est ça, à quel point ça. Puis ils l'ont su, hein? Ils l'ont tout de suite, j'avais pas aimé ça. Tu sais, c'est ça, je trouve pas que ça le vend comme Kevin Owens qui va à Tout le monde en parle, puis qui en parle en personne, puis qui exprime. Tandis que là, c'est comme ouais, ok, mais l'as-tu vraiment passé? Ok, non, il joue un personnage, ouais, c'est un peu. Je rentrerai pas dans les détails, mais le lendemain de ça, Dave, à son émission, il a ramené le stunt avec Carl, puis il a expliqué qu'est-ce qu'il voulait faire avec ça. Et c'est pas pour rien. J'avais vraiment pas aimé ça. Et je l'ai dit aux personnes concernées et je leur ai expliqué pourquoi j'avais pas aimé ça. Et c'est justement parce que pour moi, la lutte s'est rendue ailleurs. C'est un stun qui se faisait en 97, là, quand Hogan est arrivé ici, puis que Rougeau, il a donné une claque à la gueule à l'aéroport. C'était à ce moment-là. Pour moi, la lutte, ça devait être traité différemment. C'est complètement autre chose, mais il y a une partie encore de vieux fans qui nous en veulent encore de leur avoir menti pendant autant d'années. Moi, là, j'avais fait une conférence une fois, puis il y a une madame qui avait dit, en tout cas, moi, là, quand j'ai su que c'était fake, là, j'ai arrêté d'écouter ça. Mais je dis, madame, allez-vous encore au cinéma? Ben oui. Vous savez que c'est fake, des films. Ah ouais, mais là, c'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil? Expliquez-moi ça, là. Il y a un scénario. Vous savez que l'acteur ne se fait pas tuer pour vrai.
James Bond, j'ai une fixation, c'est James Bond, pourquoi? James Bond qui s'accroche sur un aile d'avion, là, il s'est pas accroché sur un aile d'avion là, dans la vraie vie. Là. Il y a un montage. Mais on finit par oublier le montage. On embarque dans l'histoire. On est assis sur le bout de notre siège parce qu'il y a un suspense qui nous est raconté. L'histoire, elle est bien racontée, elle est bien jouée, puis on embarque là-dedans. La lutte, c'est la même chose. Il faut juste que tu oublies que c'est pas vrai, puis qu'il y a un scénario, puis tu embarques dans l'histoire. C'est la même chose. Puis évidemment, ben, la pauvre madame, elle n'avait pas ri. Elle ne savait plus quoi dire. T'sais. Mais il y a encore des gens qui nous en veulent pour ça. Ensuite, il y a encore des gens qui croient que ah oui, mais la lutte, c'était meilleur dans le temps où le kayfabe existait. La lutte, elle est bien meilleure aujourd'hui qu'elle était il y a 30 ans. C'est des meilleurs athlètes qui font des meilleurs stunts, qui font des prix, c'est plus spectaculaire, c'est complètement autre chose. En termes de lutte pure, la lutte, elle est meilleure aujourd'hui. Là, je ne parle pas de storyline. C'est un storyline, tu pouvais l'échapper il y a 30 ans comme tu peux encore l'échapper aujourd'hui. Par contre, il y a encore beaucoup de gens qui sont très prudes par rapport à ça. Moi, je me souviens, il y a, je pense, une année ou deux, j'avais fait la gaffe de filmer 2 gars backstage dans un show de lutte ici au Québec qui préparaient leur match. J'en ai mis une séquence de 10 secondes sur le web et c'est comme si j'avais fait brûler un drapeau du Canada là, ou du Québec. Mais pourtant, on voit ça fait des années qu'on voit sur des DVD l'arrière-scène, qu'on voit comment ça s'appelle, je cherche le terme. Backstage? Non, pas les backstage, mais quand on présente un peu les making-of d'un film ou d'une série, puis tu vois les acteurs qui jouent plus leur rôle, tu les vois décrocher, tu vois des scènes où il y a des fous rires, puis ils reprennent la scène. Tu vois clairement qu'il y a tout un montage en arrière de ça, et ça, c'est accepté, puis tout le monde comprend ça, mais à la lutte, on est encore très frileux par rapport à ça, parce que ah oui, mais il ne faut pas leur montrer, ça. Oui, mais ils savent déjà. Ils veulent juste penser que s'ils voyaient tous les efforts que vous mettiez avant d'arriver au combat, ils vous respecteraient encore bien plus. Parce que moi, je suis là d'investir. Là. Puis moi, des fois, je m'arrête là, dans un vestiaire, mettons, là, puis j'anime. Là. Puis là, il est une demi-heure avant le show. Je m'assois, puis il y a deux lutteurs qui préparent leur match. Puis moi, des fois, je fais juste arrêter de faire ce que je fais, puis je les regarde, puis j'écoute. Puis je trouve ça tellement fascinant de voir le niveau de créativité qu'ils vont amener, de comment est-ce qu'ils vont penser à monter le match, de « OK, ben là, moi, je pourrais te faire ça. Ah oui, puis là, telle autre affaire. Puis, ah, puis te rappelles-tu, l'autre fois, on a fait ça, puis ça avait bien marché. » Il y a de la création qui se fait là, qui, pour moi, le fan aurait avantage à certaines occasions, peut-être pas tout le temps, mais à certaines occasions, de voir ça pour justement voir à quel point ces gars-là et ces femmes-là, c'est beau à voir là, ces moments-là. Et tu arrives au match, moi je suis capable de voir un making-of d'un film, puis d'écouter le film après, puis d'embarquer dans l'histoire pareil. Ouais. Donc, je pense que la lutte va réussir à briser ce plafond-là. La journée où il n'y aura plus personne qui va avoir connu l'époque du kayfabe, parce que justement, ils ne l'auront pas connu cette époque-là, ils ne pourront plus jamais la comparer avec cette époque-là. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est capable d'évoluer avec ça. Puis c'est correct aussi, là. Tu sais, mon père, là, Frank Sinatra, il n'a jamais eu mieux que Frank Sinatra. Du hip-hop, du rap, c'était pas... Ah non, ils parlent là-dedans, ils chantent pas, ils font juste parler. Pourtant, le hip-hop est quand même un style de musique qui génère des milliards de dollars à chaque année, tu comprends? Mais lui, il n'était pas là. Il y en a qui aiment encore aujourd'hui. Ah, la musique des années 90, c'est meilleur qu'aujourd'hui. Les films des années 90, c'est meilleur. Il y en a qui sont pas capables d'évoluer avec leur passion ou avec ce qui se passe. Comme il y en a pour qui la lutte va toujours être meilleure dans les années 80-90. Puis, je veux dire, oui, c'est sûr que la période la plus populaire de lutte, c'est pas aujourd'hui. C'est l'ère attitude. Mais en même temps, c'est l'ère où on s'est permis des choses, justement. C'est l'ère où on s'est permis de faire des shoots. C'est l'ère où on s'est permis
d'aller ailleurs, d'amener la lutte à un autre niveau. Moi, je pense que la lutte est prête pour un autre niveau. Ses fans sont prêts pour ça. Mais il faut être capable de laisser aller l'époque qui est révolue. Mais bon, tu sais, à date, je suis comme un peu Seth Rollins. J'ai comme une secte où je suis tout seul à penser de même, on dirait. Puis, j'ai pas grand monde, comme vous voyez, j'ai pas grand monde en arrière de moi. J'ai pas de grands disciples. Mais je suis sûr que j'en ai, en fait, mais c'est juste que, pas que j'ai des disciples, je suis pas fou. Mais, tu sais, que j'ai des gens qui pensent comme moi. C'est juste que on n'est peut-être pas encore assez. Puis, il y en a toujours certains que, bon, tu sais, ils vont toujours nous ramener 20 ans, 30 ans en arrière. Puis, je pense que c'est pas de même. Tu peux pas regarder, tu peux pas toujours dire, ah oui, c'était mieux dans le temps quand tu essayes d'avancer. Tu sais, la Ligue nationale de hockey ne reviendra jamais à des pads qui couvrent à peine la grosseur de la jambe. Ils reviendront jamais à enlever les casques. Non. Tu comprends? Tu peux pas à un moment donné toujours dire, ah oui, c'était mieux dans le temps, puis on devrait revenir dans le temps pour avancer. Il n'y a rien dans la vie. Tu sais, à part la mode, il n'y a rien dans la vie qui fonctionne en disant, ah ouais, ça va revenir à un moment donné. Mais ça ne revient jamais aussi fort, mais ça finit par revenir un peu. Tu sais, le Nintendo, là, les petits Nintendo sont revenus, ça a créé un gros buzz. C'est jamais le buzz des Nintendo que quand moi, j'ai grandi avec ça, tu comprends? C'est revenu, puis c'est le fun, puis il y a une nouvelle génération qui est capable d'avoir du fun avec ça, mais c'est jamais comme avant. Pourquoi? Parce que ça a déjà été fait. Et là, il faut juste être capable d'avancer et d'évoluer. C'était philosophique, mon enfant. Ben, oui. Puis, j'enchaînerai avec la situation actuelle, tu sais, la pandémie. Tu as fait un article récemment, je ne sais pas si c'est même aujourd'hui qui est sorti, que j'ai lu. Oui, en fin de semaine. Sur la pandémie puis la lutte au Québec, là, il y a beaucoup de fédérations, puis il y a eu un petit peu d'échanges comme il y en a souvent. Là. Puis, justement, il y a peut-être là aussi quelque chose à aller gagner. Tu parles de backyard wrestling. Je pense que ce côté-là aussi de la lutte, qui était. C'était quoi? C'était CZW qui faisait des shows, là, genre extrême, ça avait juste plus de bon sens. Là. Un Weed Eater. J'ai vu un Weed Eater quelque part. Nick Sigmondo. Ouais, c'est ça. Ben, je pense que ce genre de lutte-là aussi, ça n'a pas aidé à ramener Puis là, le backyard, ben, je pense que ça n'a pas fait les manchettes tant que ça. Moi, je n'avais pas entendu parler avant de lire ton article. Je ne sais pas si ça a passé aux nouvelles. Non, ça n'a pas passé. Heureusement. Parce que c'est ça aussi, ça peut noyer beaucoup. Là, tu sais, le backyard wrestling, je veux dire, les Hardys ont commencé en faisant du backyard. Il y en a beaucoup qui ont commencé en faisant ça. Je n'ai jamais été un fan de backyard. Mais en même temps, c'était pas tant l'effet backyard plus que en ce moment, on vit une situation spéciale où les promotions de lutte tentaient de trouver un plan, une façon de revenir et de garder leur milieu de travail sécuritaire, comme n'importe quel milieu de travail au Québec en ce moment. Mais la lutte, comme je disais tantôt, elle est souvent de deux chaises. Donc, nous, le gouvernement du Québec la considère comme un sport de combat pour les règles sanitaires uniquement. Puis je peux comprendre, c'est un sport de combat scénarisé. Je veux dire, entre nous et les arts martiaux mixtes, il n'y a pas grande différence à part qu'un est scénarisé, l'autre ne l'est pas. Au point de vue sanitaire, bien sûr. C'est deux personnes qui vont être appelés à être corps à corps, à se faire des prises, puis à suer un sur l'autre. C'est beaucoup plus la boxe, mettons. Là. Ouais. Donc, je comprenais. Mais en même temps, la différence, c'est que la régie des sports, loisirs et jeux au Québec, qui est anciennement là, dans les années 80 et avant ça, qui était la commission athlétique, surtout ici à Montréal, ben, elle a déjà régi le monde de la lutte. Et comme bien des places ailleurs, elle a arrêté de la régir parce qu'à un moment donné, il y a des personnes qui ont fait des doléances comme quoi, ben oui, mais c'est pas d'un sport, nous, c'est du théâtre, donc vous n'avez rien à voir avec nous. Mais en même temps, c'est la régie qui fait en sorte que les arts martiaux mixtes, la boxe, on leur demande, par exemple à la boxe avec Camille et Stéphane, on leur demande de passer des tests, d'avoir des confinements et tout ça.
ils n'ont pas à demander ça à la lutte parce que c'est pas la régie qui s'occupe de la lutte. Donc, la lutte, les seules règles qu'on lui donne, c'est les règles qui sont disponibles pour tout le monde. C'est le plan de déconfinement du Québec qui permet, mettons, à un moment donné, au sport de combat d'exister pour des affrontements, des causes affrontements avec des bulles de 4 personnes. Ouais. Et à un moment donné, si tu suis ces règles-là, ben même si tu n'as pas eu une autorisation proprement dite pour recommencer, ben ils ne peuvent rien dire parce que tu as suivi exactement à la lettre les recommandations qu'ils font pour quelque chose qui est très similaire. Le problème avec ce qui s'est passé cet été à Montréal-Nord, c'est qu'il y a quelqu'un qui a décidé que lui, ces règles-là, ça ne s'appliquait pas à lui. Et que là, ben, il a mis un ring dans sa cour. Puis, avec des gens plus ou moins entraînés, mais rendu là, c'était pas ça le nœud le gros du problème. C'est que là, avec des gens qui sont là, puis qui font de la lutte, puis il n'y a pas de plan, puis il n'y a pas de mesures sanitaires, puis ben, c'est dans ma cour, c'est privé, puis ça m'a. Oui, OK, mais tu as aussi des règles pour les rassemblements privés dans ta cour, buddy, là, tu sais. Puis, le problème avec ça, c'est ce que j'argumentais, c'est essayez pas de trouver des coupables parmi les promotions qui n'ont peut-être pas eu une autorisation au niveau du gouvernement, mais qui ont un plan sanitaire, ça coche, puis qui sont assurés d'avoir un milieu de travail hyper sécuritaire. Dénoncer plutôt ceux qui font ça tout croche, parce que si les médias de masse s'emparent d'une histoire comme ça, parce que, mettons, il y a une éclosion, ils n'iront pas Monsieur Gariepi a créé une éclosion à Montréal-Nord. Non, c'est ça. Gala de lutte a créé une éclosion. Et là, Gala de lutte, là, après ça, là, viens dire que toi, t'es correct. Ah ouais, vous êtes tous pareils, c'est la lutte. Puis au même titre qu'à un moment donné, les bars sont devenus le diable vivant. Là. C'était plus le Madhouse, c'était plus ce bar-là de karaoké, c'était ah oui, mais les bars, là, c'est problématique. Ouais, pas nécessairement. Je dis pas que je veux pas embarquer dans le débat de ben oui, c'est un endroit où plusieurs personnes peuvent se rassembler. Ça, je le comprends, mais c'est pas les bars qui sont problématiques. C'est certains bars qui ont été problématiques. Oui. Comme c'est ça que je voulais éviter qu'il arrive à la lutte. C'est pour ça que je voulais dénoncer la situation de l'interne en disant si jamais il y avait eu une éclosion, c'est toute la lutte qui aurait mangé une claque, pas juste vous autres. Je pense que c'est ça qu'il faut faire attention. Puis, ben là, c'est sûr qu'à partir d'aujourd'hui, les sports d'équipe et tout ça sont mis en pause, donc ça inclut les sports de combat. Là. Donc, c'est sûr que là, il n'y en aura pas à court terme ou moyen terme, mais c'est justement, puis là, l'hiver va arriver. Fait qu'un show dans une cour dehors, ça risque d'être un peu moins fun. Mais en même temps. Je te coupe 2 secondes, mais la SPW l'ont fait au Carnaval de Québec. Effectivement. Oui, mais là, c'était organisé plus. Mais là, il n'y aura même pas de Carnaval de Québec. Fait que, non, il y a ça. Je te confirme qu'il n'y a pas de bonhomme Carnaval à Montréal. Non. Fait que c'est ça. Fait que, en bout de ligne, je pense que c'était une situation qui aurait pu être problématique. Puis, pour moi, la lutte, oui, c'est une passion, mais c'est aussi un sport-spectacle qui me met beaucoup à cœur et que j'ai un peu un sentiment de protection de la lutte au Québec. T'sais, autant que je veux en faire parler, je me sens aussi un peu redevable de m'assurer que des choses comme ça ne se passent pas. Puis, malheureusement, on n'est pas une tonne à écrire sur la lutte au Québec. Et j'ai peut-être un statut qui me permet de justement écrire des choses que les gens vont prendre la peine de lire et de faire comme ouais, OK, la Prade, il y a peut-être raison ici. Oui, c'est ça. Tu as une notoriété qui permet ça, puis c'est pour la protéger, c'est sûr que. Il y a une des personnes d'ailleurs qui était derrière ces shows-là à Montréal-Nord qui m'a écrit par courriel pour me dire bonjour, M. Laprade. Je dis bonjour. Comment allez-vous? Je dis ça va très bien vous-même. Il dit moi non. Et j'ai comme fait OK.
C'est ça. J'ai pas répondu après, là. Mais clairement, tu sais, il était pas content de ce qui s'était passé. Mais en même temps, ben regarde, tu sais, j'aurais pas de pitié pour la personne qui, tu sais, qui est même pas capable d'admettre son tort, puis qui est même pas capable de, tu sais, de dire, hey, vous aviez raison, tu sais, c'était peut-être pas la chose la plus intelligente à faire. Ouais, c'est ça. De voir plus loin que, tu sais, ah, mais c'est nos affaires, ça ne vous regarde pas. Non, non, c'est parce que tu peux ternir toute la lutte au Québec à cause de ça. C'est ça que tu comprends pas, là. Ouais. Exact. Comme il y a des tenanciers de bar et tout ça qui sont sûrement pas contents après certains de leurs collègues, ben, tu sais, Tu veux pas que ça arrive. tu veux pas que ça arrive. Exact. Ça me fait penser à ce qu'on dit souvent, que tu parles de lutte et que quelqu'un qui, mettons, qui n'apprécie pas la lutte au Québec, puis ils vont te répondre tout ah, mais au Québec, c'est des seuls d'église puis des salles communautaires. Non. Hey, ça, c'est tellement un vieux discours, là. Ben, ça ressemble à ça, ce que tu me dis en ce moment. Là. Honnêtement, il y a une promotion au Québec qui utilise encore un sous-sol d'église, c'est la ICW. Et pour moi, c'est pas un reproche. La ICW a toujours trouvé sa niche dans les sous-sols d'église au Québec et ça ne l'a pas empêché d'être là depuis bientôt 30 ans. Mais c'est pas comme si. Il fut une époque où il y en avait beaucoup plus. Mais là, je veux dire, tu sais, ça a évolué ça aussi. Là. C'est beaucoup plus dans des. Tu sais, la NSPW a fait un show au Centre des congrès de Québec. Là. La IWS fait des shows au MTELUS ou au Théâtre Corona. Fait des shows. Bon, on va utiliser différentes salles, mais je veux dire, on va utiliser un bar, on va utiliser une salle. Tu sais, à Québec, les shows réguliers, c'est dans une salle de loisirs qui est bien correcte, là, qui est aucunement, tu sais, qui n'a pas la connotation d'un, tu sais, c'est parce que soudainement, un sol d'église est devenu péjoratif, là, à quelque part, là-dedans, en plus, là. Je vois, tu sais, ben, écoute, peut-être que je le vois, peut-être que je le vois pas, je ne sais pas, là. J'ai peut-être trop le nez proche de là pour vraiment avoir une distance par rapport à ça, mais en même temps, il y a des salles qui n'ont pas cette connotation-là négative non plus. Je veux dire, un humoriste, il y a de l'humour qui se fait partout au Québec, puis il y en a, c'est dans des bars, dans Schlag, puis c'est des soirées qui connaissent du succès, puis que tu peux avoir bien du fun là-dedans. Pour moi, la connotation, le mépris, moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est le mépris en arrière de ça. C'est pas tant dire, ah ouais, les sols d'église, puis non, non, c'est le mépris qui vient avec ça. Ouais, Oui. mais en même temps, même si c'est dans un sol d'église, qu'est-ce que ça fait? Mais c'est même plus la majorité. On est loin d'être la majorité. C'est au contraire, c'est la minorité qui est dans des établissements de la sorte. Puis pour moi, je ne le vois même pas péjorativement. Mais en même temps, c'est plus une réalité. Comme c'est plus une réalité quand j'entends certains anciens lutteurs de la WWE qui ont déjà remporté le championnat intercontinental pendant 3 jours dire ah ouais, la WWE, c'est des filles qui se mettent tout nues, puis du sang, puis tout ça, puis man, ça fait 20 ans, c'est plus comme ça. Écoute-le, le produit, maintenant, s'il te plaît. Ça fait pas 20 ans, ça fait 15 ans, c'est 15 ans. C'est beaucoup 15 ans, tu sais. Fait que, tu sais, à un moment donné, j'aurais le goût de leur dire, comme les complotistes disent maintenant, faites-les vos recherches. Ouais, non, ça évolue beaucoup, puis en tout cas, je pense que c'est pour le mieux. C'est le nombre de fédérations. Je ne sais pas si tu as une idée. Sais-tu à peu près le nombre de fédérations au Québec? Hey, pour vrai, ça fait 20 ans que je dis entre 15 et 20, parce que je pense que ça a toujours été entre 15 et 20. C'est juste qu'il y en a qui ont fermé, d'autres qui ont rouvert. OK. Mais, ouais, c'est à peu près dans ce coin-là. Là. Il y en a aux 4 coins de la province. T'en as 2 au Saguenay, t'en as en Mauricie, t'en as en Outaouais, t'en as en Estrie, t'en as évidemment à Montréal. T'en as un peu partout. T'en as sur la rive nord de Montréal aussi. Donc, tu sais, il y en a un peu partout. À plus ou moins, il y en a, ça fonctionne mieux que d'autres. Il y en a que c'est mieux que d'autres. Comme n'importe quelle autre activité qui est semblable à la lutte. Là. Je veux dire, des troupes de théâtre, là, il y en a
de toutes les sortes, de toutes les grosseurs. Il y en a des bonnes, des moins bonnes. Il y en a qui font du théâtre expérimental. Il y en a qui font qui font de la comédie, du théâtre d'été. Il y en a qui font du théâtre plus sérieux, tu sais, des dramaturges. Bon, peu importe. Il y a tout cet aspect-là. Et pour moi, la lutte, c'est la même chose, là. Puis des fois, même les gens de la lutte vont dire « Ah ouais, j'ai regardé un combat, puis c'était juste de la comédie. » Puis je pense, entre autres, PWG, qui faisait, à un moment donné, leur gros tournoi BORA, Battle of Los Angeles. Puis le troisième soir, il y avait toujours un combat, genre 5 contre 5, entre ceux qui n'étaient plus dans le tournoi. Puis il arrivait toujours un spot de comédie là-dedans. Là. C'était soit le fameux spot à Joey Ryan, ou bien un spot où à un moment donné, il se mettait à lutter au ralenti jusqu'à temps que quelqu'un stanne. Puis les gens vont dire, mais c'est pas de la lutte, ça, ils rient de la lutte. Non! C'est l'équivalent du théâtre expérimental. Est-ce que le théâtre expérimental rit du théâtre? Non! C'est une forme de théâtre qui est différente, puis qui va chercher un public plus niche, mais que devant la bonne foule, ils vont apprécier. Les matchs au ralenti de PWG, ils n'auraient pas pu faire ça devant une foule de Raw. Non, mais ils faisaient ça devant une foule qui savait comment réagir à cette affaire-là. Puis quand tu écoutes ça, tu fais comme, ben voyons, c'est donc bien hot, le moment il est hot. T'sais, Orange Cassidy à AEW, c'est un peu ça. Il va ailleurs, mais en même temps, ils sont en train d'en faire une star en ce moment. Ouais. Fait, à quelque part, je pense que c'est... il faut juste être ouvert. Puis c'est correct si t'es pas ouvert. C'est correct si t'aimes mieux juste une forme de théâtre. Tu peux aimer juste la WWE. J'ai déjà montré à un de mes amis un match entre Kenta Kobashi et Samoa Joe que j'ai vu live à New York, match 5 étoiles, il est débile. Lui, il n'a pas aimé ça. Ouais. Mais lui, c'est un fan de WWE. C'est autre chose, ben oui, ça détonnait. Ouais, c'est correct. Il n'y a pas de faute là-dedans. Il n'y a vraiment pas de faute. Toi, tu peux aimer... Ben, c'est comme ça. toi, tu peux aimer un style de théâtre ou un style de film. Il y en a que Jim Carrey, c'est juste un con qui n'est pas drôle. Moi, tu pourrais me feeder en Jim Carrey que je vais me bidonner. mais c'est correct, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse. Mais en même temps, il n'y a pas personne qui dit « Ah ouais, Jim Carrey est en train de tuer Hollywood. » Ben non, il ne tue pas Hollywood. Comme Orange Cassidy ne tue pas la lutte. C'est juste qu'il faut doser dans comment est-ce qu'on va qualifier ça par la suite. Puis il y en a qui ont de la misère à faire ça. Tu parlais tantôt qu'il y a environ 15 à 20 fédérations au Québec. Il y a une question que je me suis toujours posée. Je pense que c'est la personne qui va quand même me donner la réponse que je cherche depuis tant. C'est toujours de la pression. J'ai de la pression, là. Mes épaules, là. Moi, je viens de Laval. Oui, mais sympathique. Puis je me déplaçais pour aller voir la FAQ, la NCW, puis la CRW étant plus jeune. Ouais. Et puis, je me suis toujours demandé pourquoi il n'y a pas de fédération à Laval. Quand il y a des fédérations, mettons... La AWS a commencé à Laval. La AWS faisait ses shows au scratch à Laval. Oui. Ça, j'y étais à 2 shows. C'est là qu'ils ont connu, à mon avis, leurs plus belles années. Manny ne serait sûrement pas d'accord avec ça. Mais c'est là, en tout cas, qu'ils se sont fait connaître. Là. Je veux dire, c'est là que tu avais un Sami Zayn qui était dans la foule. Moi, j'ai le premier match que j'ai vu d'El Generico. En fait, le premier match d'El Generico, point. C'était au scratch de Laval. Là. J'étais là, dans la foule, ce soir-là. Donc, il y a eu eux à Laval. Il y a eu la MWF qui a roulé à Laval aussi. Quand c'était Wonder Fred la Merveille, qui était à la tête de la MWF. Ils ont déjà fait des shows au... Ah non, c'était au Collège Laval qui ont fait ça, je ne sais plus. Mais ils ont fait des shows à Laval. Moi, j'ai déjà vu des shows de la MWF à Laval. Il y avait, si je ne me trompe pas, il y avait eu d'ailleurs un match justement avec c'était pas Generico, c'était son alter ego Big Larry, si je ne me trompe pas. Il n'y avait pas de masque. Et puis, avec Kid Kamikaze puis quelqu'un d'autre. En tout cas, la belt, c'était un ladder match et la ceinture n'a jamais voulu se déprendre d'en haut. Il était pendu après la ceinture et la ceinture ne se défaisait pas. C'était drôle, mais drôle, ça n'a aucun bon sens. Pour nous, là, c'était sûrement pas drôle pour eux. Là. Mais après ça, c'est vrai qu'il n'y a pas eu grand-chose. La NCW a fait des shows plus au nord, là, à Blainville, à Boisbriand.
Mais c'est vrai que la Rive-Nord, ou à Laval, il n'y en a pas eu beaucoup. Il y en a eu d'autres, là. Le Colisée de Laval a déjà été utilisé, évidemment. Jacques a souvent fait des shows là. Mais il n'y a jamais eu une promotion. Je ne pourrais pas dire pourquoi. Je ne sais pas si c'est le manque de salles abordables ou, tu sais, on parlait du Sol des 10 puis de salles tantôt, mais le but, c'est toujours de trouver une salle adéquate puis de trouver aussi quelqu'un qui est prêt à avoir de la lutte dans son établissement. À Québec, je me souviens dans les années à Sonny Warcloud avec le CCW, au tournant des années 2000, à un moment donné, je pense que c'était Monseigneur Marcousse qui faisait des shows. Mais la madame, ils ont changé de madame qui était en charge du centre, puis elle, la lutte, elle ne voulait rien savoir de ça. Fait qu'elle attendait juste ça, là, qu'il arrive une petite gaffe pour les mettre dehors, tu comprends? Donc, tu es souvent aussi tributaire du propriétaire de l'établissement. Mais en bout de ligne, honnêtement, j'ai pas de réponse. Peut-être la proximité de Montréal, peut-être aussi le fait qu'il n'y a peut-être juste pas de salle abordable au point que quelqu'un voudrait rouler là. Tu sais, oublie pas, si tu as le choix, si tu habites à Montréal, puis que tu as le choix d'aller voir un show au centre-ville ou dans une salle, peu importe, autre, que tu peux te rendre facilement en métro ou en autobus. Oui. Bien que tu vas à Laval, si t'es pas loin du métro, puis pour quelqu'un de Montréal, le métro à Laval, il est loin. Donc, c'est sûr que ça se peut que tu sois moins attiré, puis il y a tellement de compétition que tu vas choisir des fois le show qui est le plus proche. À moins que la promotion devienne si importante, puis si bonne que là, ça devient un can't miss. Mais ouais, j'ai pas nécessairement une réponse plus précise que ça, malheureusement. C'est bon, je me suis posé la question, tout simplement. Je me souviens, écoute, j'étais à l'école anglaise, moi, puis les fans de lutte avec des chandails Stone Cold, il y en avait, c'était incroyable. Ben oui, mais c'est ça, c'est de trouver. Drew Onyx a déjà fait des shows à Laval avec son Torture Chamber, je me souviens. Mais ouais, c'est ça. À part la AWS, il n'y a jamais eu rien de régulier là-bas. Parfait. Phil, je te laisse la parole. Ben, écoute, je pense on va terminer l'épisode sur ces beaux mots de Laval. Non. Tu veux pas finir sur Laval? J'ai pas fait 2 heures pour finir ça sur Laval, certain. Oui, mais écoute, c'est comme un. Dernière question. Non, mais c'est comme un fin de Raw, genre qui finit mal. Puis là, tu vas revenir, puis on va repartir sur une affaire. Ouais, mais en même temps, tu sais, les fins de Raw qui finissent mal, là, la semaine d'après, il y a moins de monde qui les écoute. Fait que vous ne voulez pas aller là. Je veux pas être celui qui va faire baisser vos codes d'écoute. On a d'autres. Conte-nous une anecdote qui t'est arrivée qui peut finir sur une bonne fin d'épisode. Hey, j'aime ça parce que tu sais, t'es précis dans ta question. Ouais, c'est ça, c'était pas très bien. T'habites où à Montréal? Ouais, mais où? Ben, entre P9 et Crescent. Ouais, là, il faut que je sois une anecdote. Hey, boy! Hey, j'en ai. OK, une anecdote. C'est bon. OK. On va finir ça en grand. Donc, je suis à Waterloo, en Iowa, pour un temple à renommée qu'il y a là-bas. C'est un de mes amis qui anime la cérémonie, Arda O'Cal, qui a travaillé un peu pour la WWE sous le nom de Kyle Edwards, qui était à Sportsnet, à Aftermath et tout là, avant. Donc, on est là, et puis, ben, évidemment, il y a plein d'anciens lutteurs et tout ça. Puis, à Waterloo, en Iowa, là, on s'entend. Là, j'adore cet endroit-là. Là. Le musée de lutte qu'il y a là-bas, il est débile, mais en même temps, il n'y a rien à faire. Vraiment rien. Donc, on est dans l'hôtel qui connecte avec le centre, le genre de palais des congrès, si vous voulez, de la place. Puis vraiment qui connecte. Là. Il y a un pont là, que tu marches entre les deux, là, qui est fermé et tout. Là. C'est une super belle place. Donc, dans l'après-midi, on se rend compte qu'il y a un mariage qui est en train de s'organiser dans le même centre de convention dans lequel on est pour le Temple de la Renommée. Fait que moi puis Arda, on commence à parler avec des filles qui sont là-bas, puis elles finissent par nous dire « Ah, ben, tu sais, vous viendrez à soir quand ça va être, tu sais, quand tout va être ouvert, vous viendrez faire un tour, on va vous faire rentrer, tu sais, c'est bar open. » Ah, super cool, tu sais.
Sauf que Arda, en ontarien immature qu'il était, décide à un moment donné de, je ne sais pas trop quoi, il avait pris le chapeau de la fille, puis il ne voulait pas y redonner. Je n'ai pas trop compris ce qui s'est passé là. Mais les filles étaient plus contentes. Puis là, on n'était plus sûr si notre invitation tenait toujours. Fait qu'on s'en va au Hall of Fame, puis tu sais, on est habillés, tu sais, habillés cravate et tout. Fait que tu sais, ça va quand même bien. On est bien habillés. Puis sur le chemin du retour, on repasse devant le mariage. Mais là, les filles ne sont pas là. On ne les voit pas. Mais les portes sont ouvertes. Fait que, il y a un autre de nos amis avec nous. En fait, c'est un ami à Arda. Je vais vraiment me dissocier en ce moment là, de lui. Fait que, on est 3 et on décide de rentrer. On crash un mariage. Là. Je me pense, là, Vince Vaughn. Là. Je suis freaking Vince Vaughn là, dans ma tête. Là. Je spot le premier bar. C'est bar open. Je me commande un verre. Je me commande un deuxième verre. Il y a une fille qui vient me parler. Là, à un moment donné, elle me demande, bon, tu sais, tu connais ici, c'est quoi ton lien? T'es-tu parent avec le marié ou la mariée? Moi, j'ai appris à être vite sur mes pieds, là. L'improvisation, tout ce qu'on a parlé au début. Alors, je réponds, je dis, moi, je suis un ami du cousin du marié, là. Il m'avait dit, tu sais, si je voulais passer, tu sais, plus tard dans la soirée, je suis le bienvenu. On s'est vu une couple de fois, là, tu sais. Ah, c'est cool, tu sais. Hey, je me prends un autre drink tellement ça va bien, là. Parle, jase, breuvage. Tout va super bien. Et là, à un moment donné, j'entends Wedding Crashers! Je fais comme, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, je vois que c'est vers Arda et son ami. Fait que je m'en vais là, je dis, qu'est-ce qui se passe? Et là, il dit, c'est des Wedding Crashers, vous êtes des Wedding Crashers. Je dis, mais non, pourquoi tu dis ça? J'ai demandé à ton ami s'il était parent avec la mariée ou le marié. Savez-vous ce qu'il a répondu? Il a répondu, les deux. Oh. Tu peux pas être parent avec les deux, man. Ça veut dire qu'ils sont cousins eux-mêmes. C'est pas cool. Les deux. Et là, ça lui a donné la puce à l'oreille à la fille et elle avait une bonne voix en plus d'avoir une puce dans l'oreille. Et là, il y a un gars qui arrive et qui nous dit « Hey les gars, on va vous demander de sortir. Vous n'avez rien à voir ici. » Et là, le même ami, que je ne me rappelle plus de son nom, il répond qu'est-ce que tu fais si on ne sort pas? Je dis, ben, de quoi il parle, lui? Et là, il dit, écoute bien, là, je suis le garçon d'honneur, puis si tu ne sors pas, on va s'arranger de vous sortir. Et là, j'ai comme dit, hey, let's go, les gars, on sort. Fait qu'on sort, on s'en va dans nos chambres, on change, parce qu'on est encore en habit cravate. Et on descend au seul bar où on pouvait aller, c'est-à-dire au bar de l'hôtel. Et le promoteur de la place du Hall of Fame, il nous voit arriver, moi puis Arda, l'autre, on l'avait perdu. Je sais pas, il est parti pleurer dans sa chambre, j'ai aucune idée. Bref, nous, on descend, puis on le voit, Kyle s'appelle, puis il dit « Hey, les gars, venez vous asseoir ici. » Et là, il me tire 2 chaises, puis lui, il se lève, puis il s'en va faire quelque chose d'autre. Là, moi puis Arda, on est assis à la même table que Gerald Briscoe, Jim Ross, puis JBL. Moi, c'est la première fois que je rencontre ces 3 personnes-là. Et là, tout ça, je me dis dans ma tête, c'est faut juste avoir l'air cool. Tu sais, je veux dire, c'est impressionnant la première fois, veux pas. Il y a un petit côté Marc en toi qui ressort, puis je me suis dit, OK, il faut juste avoir l'air cool. Et pour vrai, ça se passe super bien. On paye, tu sais, je veux dire, on paye une tournée. On monte notre respect. Mais Colin, les tournées sont revenues. C'était super cool. Puis, tu sais, on n'avait pas l'air de 2 gars qui n'avaient pas l'air à leur place. Là, je veux dire, tu sais, on sait se tenir, puis on sait parler de lutte, puis on connaît notre lutte. Puis là, à un moment donné, ça passe vers Montréal. Puis là, on parle de lutte à Montréal, puis lutte au Canada, puis tout ça, tu sais. Puis, ah ouais, OK, lequel des 2 Rougeaux qui était tough, qui était pas correct? Ah, c'était lui, c'était pas l'autre. Ah oui, OK, c'est vrai. Tu sais, bon, on jase de ça, là. Puis, à un moment donné, j'aime comment je suis subtil des fois. À un moment donné, ben, les bières s'accumulent, tu sais. Et là, JBL, à chaque fois qu'il commençait une histoire, il nous regardait, moi, puis Arda, puis il disait « Hey, guys, don't put that on the internet. » Tu sais, mettez pas ça sur Internet. Et là, ben non, il n'y a pas de problème, parce qu'il savait qu'on est sur le web, puis tout ça. Fait que. Et là, à un moment donné, il dit, là, Jim Ross, il dit, hey,
Je pense qu'ils ont compris. Là. Tu peux arrêter. T'sais. Là, à un moment donné, JR s'en va parce qu'il y avait un vol le lendemain matin de bonne heure. Fait que là, on reste avec Briscoe, JBL, moi, puis Arda. Puis JBL là, commence à en avoir enligné une puis une autre. Et là, à un moment donné, il s'en va à quelque part aux toilettes. Je ne sais pas trop où il s'en va. Et il y a son cellulaire qui est devant lui. Et là, Briscoe demande à Arda, hey, prends son cellulaire, là, on va y faire un prank. Va sur son Twitter, là, puis dis quelque chose là, comme quoi que je suis gay puis que c'est ma sortie du placard ce soir. Et là, Arda fait comme OK, tu sais, puis il s'exécute. Et il dit mais pourquoi tu le fais pas? Ben, je sais pas comment ça marche, moi, Twitter, puis tout ça. Fait, il fait le tweet. Il remet le cellulaire là. JBL revient. Il commence à avoir des messages. Il regarde ça, il comprend pas trop ce qui se passe. Il laisse son cellulaire là. Oh non. Il est un peu chaud. Il repart. Briscoe me regarde moi. Pas. Ou dans le pas dans l'un message. On va prendre un autre message. Mais là, moi, je suis pas né de la dernière pluie, là. Fait que je dis, ouais, mais attends une minute, là. Moi, me le composer, le message, là. C'est toi qui vas peser sur tweet, là. C'est pas vrai que tu n'embarqueras pas dans ce prank-là avec nous, là. Parce qu'après ça, tu vas nous envoyer en dessous de l'autobus, là. Hey, je connais ça, là. Fait que, il pèse sur tweet. On laisse le chose là. Et là, il revient puis il check les messages. Là, les messages, c'est genre « Hey, on est super content pour toi, John. Tant mieux. C'est super correct que tu aies le courage de t'annoncer comme ça. » Puis là, il commence à plus comprendre ce qui se passe. Et là, il nous regarde, puis il nous explique ça, puis il nous dit « Les gars, je pense que j'ai été hacké. » Oh non! Hey, nous autres, on se retient pour pas rire, là. Ça n'a aucun bon sens. La soirée se finit. Et là, le lendemain, je suis à l'aéroport et je reçois un nouveau follower sur Twitter. C'était Gerald Briscoe. Je savais très bien comment fonctionnait Twitter. J'arrive à Montréal et je reçois un message de Lufisto qui dit « Veux-tu même dire pourquoi JBL et Gerald Briscoe tweet publiquement? Je comprends pas. » Et là, je n'avais pas vu le tweet encore. Je débarquais de l'aéroport, de l'avion. Et là, c'est JBL qui dit « Excusez tout le monde pour hier. I wasn't hacked. I was Briscoed. » Wow. Et j'ai comme fait wow. Et depuis ce temps-là, j'ai développé une relation d'amitié avec Jerry Briscoe. Là. C'est vraiment là, un super, super bon gars. On s'est parlé récemment quand il a perdu son emploi à WWE. À chaque fois qu'on se voit, gros hug, ben, en tout cas, là, je ne sais pas ça va être quoi la prochaine fois. Là. On peut faire de hug, mais gros hug. Jerry me connaissait parce que j'étais celui qui arrivait toujours. On a fait des conventions communes là, en 2013, 2014, 2015. J'étais toujours le gars qui trouvait la place où la bière était la moins chère. Fait qu'il m'appréciait beaucoup pour ça. Mais un vrai bon gars, puis que j'apprécie beaucoup. Puis je trouve ça drôle un peu aussi de toutes les histoires de JBL qui n'ont pas toujours été cool, puis qui a fait des tours qui n'étaient pas toujours le fun, puis que ce soir-là, ben, on était trois à y en avoir. C'est lui qui s'est c'est lui qui s'était fait jouer. Fait que tout ça a commencé parce que tout ça parce que j'ai un ami, Arda O'Cal, qui était trop épais pour dire que autre chose qu'il était parent avec le marié et la mariée. Sinon, j'aurais peut-être... Mais non, c'est ça. Sinon, t'aurais resté là. Continuer à enchaîner des bières gratuites, mais... Oui, exact. Fait que ça, tu vois, ça c'est un main event. Ça finit bien, là. Oh, ça finit bien. Comme deux anecdotes en une, c'est en plus, génial. J'en ai un autre à Waterloo, mais ce sera pour une prochaine fois. Je pensais qu'elle était finie après les Wedding Crashers, mais non, ça a pris un envol. Oui, absolument. J'en ai une autre pour vrai qui commence avec Davey Boy Smith Jr. puis qui finit avec Stan Henson. Mais je garde ça pour une prochaine fois. Ouais, on se fait un autre épisode, c'est sûr, certain. On garde ça sur le suspense. Ben, on te remercie beaucoup pour cet épisode-là. Plaisir. Merci de l'invitation. C'est vraiment super cool de t'entendre parler de lutte, puis dans le fond, de t'entendre parler de toi aussi. Peut-être qu'ils te connaissent un petit peu moins, puis avec ton parcours, puis tout, c'est vraiment intéressant. Qui c'est qui me connaît pas? Non, mais je veux dire... C'est des faces. J'ai l'air, mais j'ai pas la prétention de chancer. Mais non, pour vrai, merci beaucoup les boys. Ça a été bien cool. Puis j'invite tout le monde là,
à me suivre sur les réseaux sociaux, Pat Laprade sur Facebook, Twitter, Instagram, sur Amazon.ca. Tous mes livres sont là, Mad Dogs, Mischief and Screwjobs. À la semaine prochaine, si Dieu le veut, qu'on vient d'avoir des nouvelles copies parce qu'il était en épuisement de stock depuis un bon bout de temps, puis on vient d'en avoir. Donc, si ça vous intéresse, le livre sur l'histoire de la lutte au Québec, écrivez-moi en privé. On va pouvoir s'arranger là, pour que je vous en envoie une copie. Maurice Mad Dog Vachon, ou sa version anglaise, Mad Dog de Maurice Vachon Story. Sisterhood of the Squared Circle, l'histoire de la lutte féminine. Je vais plugger Accepted, la biographie de Pat Patterson, écrite par mon bon ami et collègue Bertrand Hébert. Et évidemment, The Eighth Wonder of the World, la 8e merveille du monde en français, aux éditions Urtubise, La vie et la carrière du géant ferré. En français, là, une brique de 600 pages avec au-dessus d'une centaine de photos. Puis pour ceux qui se demandent, parce que des fois j'ai la question, je devrais acheter la version française ou anglaise. La version anglaise a un hardcover. Des fois, tu sais, ça peut faire une différence pour le fan de livre, mais sinon, si c'est juste pour le contenu, il y a un peu plus de contenu en français dans la version chez Urtubise parce que, justement, il y a des référents des fois qu'on s'est permis d'ajouter en français qu'on n'a pas en anglais. Tu sais, le géant ferré, il a joué dans Symphorien, dans Les Brillants. On se permet d'expliquer davantage. Le Gilles Latulippe au Texas, là, il est un peu moins connu. Mais la référence, jusqu'à entre autres, le match avec Hogan avait attiré plus que le hockey, on développe un peu plus là-dessus. Donc, il y a une post-face de Pat Patterson aussi qu'on n'a pas dans la version anglaise. Donc, il y a un petit peu plus de choses dans la version française. Puis, c'est nous qui avons écrit les deux versions, en fait. Là. On a écrit le livre en anglais et on l'a nous-mêmes traduit pour le compte d'Urtubise. Donc, vous n'aurez pas des fois un livre traduit, les gens n'aiment pas lire la traduction, mais dans ce cas-ci, c'est comme si vous lisiez deux originaux. Voilà, tous ces livres-là sont disponibles sur Amazon.ca et le livre Le 8e merveille du monde est aussi disponible dans toutes les bonnes librairies au Québec. Y a-tu un autre livre au fourneau ou dans la tête? Il y a des idées qu'on a pitchées. On attend des réponses, donc rien de concret là, pour l'instant. Le seul, c'est un projet qu'on a à plus long terme, qu'on a commencé il y a déjà une couple d'années. C'est un peu un prequel de notre livre sur l'histoire de la lutte au Québec. Non, c'est l'histoire de la lutte au Québec, mais genre de 1870 à 1920. Les 50 premières années. Donc, c'est beaucoup plus niche. Là, on travaille avec un historien de lutte à Thunder Bay, en Ontario, Nathan Hatton, qui une sommité là, dans la matière, puis surtout dans cette époque-là. Parce que, bon, il y a quand même eu, il y avait quand on dit qu'il y a une riche histoire au Québec, c'est vrai, puis ça a commencé, si tôt que ça. Là, Louis Cyr faisait de la lutte là, au tournant du 20e siècle. Là. Donc, c'est pas rien. Puis, c'est ça. Fait que c'est un projet à plus long terme qui va être disponible surtout en anglais. Je ne suis pas sûr si ça va être traduit. Mais bon, c'est un produit plus niche qui pourrait aussi intéresser certains. Mais quand ça sortira, on vous le laisse. On n'est pas prêt là, de sortir ça encore. Parfait. Alors, voilà. Merci. Merci beaucoup à toi. Encore un gros merci. Honnêtement, c'était un épisode écœurant. Tant mieux si vous avez aimé ça. On a fait quoi, 2h30 finalement? Un bon 2h30, oui. Ouais. Moi, c'est correct. Moi, c'est un podcast normal de mon côté. Fait que. Moi, c'est pas un problème, mais ouais. Non, tu m'as mis sur le spot avec l'anecdote, là, mais je pense que j'en ai trouvé une bonne finalement. Je pense que c'est excellent, celle-là. Écoute, Pee-Wee nous avait fait l'anecdote que quand la mère à Pee-Wee avait donné une slap dans la face à Kevin Owens lors d'un show de la NSPW. Ouais, c'était bon, ça. La tienne était meilleure. Elle était une coche supérieure même. La prochaine fois que je vais voir Pee-Wee, je vais dire « Hey, ça a l'air, j'ai des meilleures anecdotes que toi. » Oh, c'est ça. Fait que, merci à toi encore une fois. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Puis, stay tuned. Les Jobbers!